Je suis la rivière qui donne la vie. C'est la traduction de mon nom persan. Je suis la Zayan Derud. Mon voyage s'achève ici, à 1470 mètres d'altitude, sur le plateau désertique de l'Iran. Dans un étang, appelé Gavrouni, paradis de verdure, refuge pour des milliers d'oiseaux. Enfin ça, c'était avant. C'était mon royaume, là où je m'étalais sur plus de 40 000 hectares, pénétrant la terre, remplissant les nappes phréatiques, nourrissant les plantes cultivées par l'homme depuis 7000 ans dans ce berceau de l'humanité, apportant la vie. Je suis la rivière qui donne la vie. Mais en ce début d'été 2017, je n'apporte plus que quelques gouttes de vie. Cela dure depuis 30 ans. À mon échelle, 30 ans, ce n'est rien. À l'échelle de la vie d'Ali Rezaï, c'est beaucoup. Il doit puiser dans ses souvenirs pour faire jaillir l'eau. On appelle cet endroit le château de Charkenar. Nous sommes à 24 km de la ville de Varzaneh et dans le temps, les agriculteurs qui venaient travailler dans les champs logeaient ici. Tant qu'il y avait de l'eau, on cultivait du blé, de l'orge, mais la principale culture, c'était le coton. Le coton qu'on produisait ici était d'excellente qualité. Nous sommes la seule région où les femmes portent des tchadors blancs, et ils étaient faits de ce coton d'ici. Je me souviens qu'il y a 35 ans, la quantité d'eau a commencé à baisser. Chaque année, il y avait de moins en moins d'eau. Et en 1988, on a abandonné l'agriculture à cet endroit. Les gens qui vivaient là sont partis à cause du manque d'eau. Chaque fois que je reviens ici, j'ai du chagrin. Ça me rend tellement triste de voir que ces terres autrefois fertiles sont désormais inexploitables. De l'Iran, nous connaissons les forces, ses ambitions régionales, son programme nucléaire sous surveillance internationale, son bras de fer sans fin avec l'Amérique, son pétrole et son gaz. Mais que savons-nous de sa fragilité, l'eau? L'Iran manque d'eau. Ce n'est pas une crise. Ce que vit le système actuel de gestion de l'eau en Iran, c'est une véritable banqueroute. À l'image du lac Oromiyeh, qui fut l'un des plus grands lacs salés au monde, ces étangs et zones humides disparaissent. Ces nappes phréatiques se vident et des cratères apparaissent dans le sol. Des villages sont désertés par leurs habitants, faute d'eau. Des barrages qui faisaient la fierté du pays n'ont plus grand-chose à retenir. En construisant des barrages au nom de la gestion moderne de l'eau, nous avons créé dans ce pays si sec une illusion d'abondance. Plus que le pétrole, l'eau devient une ressource rare et convoitée. Son partage est source de tensions, à l'intérieur même du pays, comme entre l'Iran et ses voisins. Selon le Parlement, le problème de l'eau est désormais une question de sécurité nationale. À cause de l'eau, l'Iran est au bord de la crise. Des savants, des écologistes, des responsables politiques, de simples paysans, tous en parlent avec une franchise inattendue. Mais d'où vient cette crise? Et pourquoi en Iran? Pour le comprendre, suivez le cours de la Zayan Derud, celle qui fut l'unique rivière permanente de l'immense plateau central et désertique du pays, celle qui permit la naissance d'Ispahan, joyau de la civilisation perse, celle qui, traversant la petite ville de Varzaneh, achevait son voyage dans l'étang de Gavrouni, permettant à Ali Rezaï de faire pousser son coton.
Avant, nous avions le droit de prélever une part de l'eau de la rivière. Elle pénétrait dans la terre et remplissait les nappes phréatiques, et ça ne nous coûtait rien de la prendre. Aujourd'hui, pour pouvoir continuer à cultiver, nous devons pomper l'eau du puits. Ça coûte cher. Nous allons la chercher à 370 mètres de profondeur. Nous n'avons plus qu'un puits, et il n'y a pas que moi qui l'utilise. Je le partage avec les autres agriculteurs. C'est un puits commun. Avant, dans mes champs, j'avais 22 puits peu profonds, mais désormais, ils sont tous secs. Je cultive de la luzerne, je cultive du blé, je cultive de l'orge, et j'élève aussi des poissons. Avec tout ça, je m'en sors quand même, Dieu merci. Mais beaucoup d'agriculteurs ont dû abandonner. Ils ne pouvaient plus s'en sortir. Ils ont quitté la région pour aller gagner de quoi vivre ailleurs. Beaucoup de gens sont partis. Ils ont immigré vers les grandes villes les plus proches, comme Ispahan, mais certains sont même allés jusqu'à Qom et Téhéran. Notre production a baissé de 70%. Tout le développement, c'est pour les régions qui sont haut sur la Zayan Deroud. Le plateau iranien a toujours été aride. Entouré de hautes montagnes, empêchant les nuages de passer, il n'y est jamais tombé guère plus de 100 à 150 mm de pluie par an. Cela suffisait aux hommes qui s'y sont installés au fil des siècles. Ils ont appris à trouver les sources, les réserves d'eau, ont inventé des techniques pour puiser la précieuse source de vie et en ont fait un véritable art. L'aridité du climat a toujours été un fait accepté pour la vie en Iran. Mais c'est exacerbé aujourd'hui par le phénomène du changement climatique. Nous devons faire face à une hausse des températures de 1,8 degré et à une baisse des précipitations de 20% ces 30 dernières années. Et nous devons nous adapter à cette réalité. Bien sûr, le réchauffement climatique est une des causes de la crise qui me frappe. Mais c'est surtout le révélateur d'un mal plus profond, le mode de développement de l'Iran moderne. Ispahan, l'ancienne capitale de l'Empire perse, s'est construite autour de moi. On dit que je suis l'âme de la ville, l'inspiratrice des poètes. Les plus vieux ponts qui m'enjambent sont des chefs-d'œuvre du génie architectural iranien. Près du Sios-Sépol, le pont aux 33 arches, les souverains du passé venaient se prélasser. À l'époque, je coulais toute l'année, et grâce à des milliers de canaux, je nourrissais des jardins luxuriants et remplissais les nappes phréatiques. Il y a bien sûr toujours assez d'eau pour alimenter les bassins de la somptueuse place de l'Imam, pour le plaisir des enfants et des touristes. Mais ce n'est plus qu'une illusion d'une abondance révolue. Et malheureusement, nous avions sécheresse en Iran pour 7 ans. Donc, l'eau de la rivière est rationnée, c'est-à-dire chaque année, il y a de l'eau dans la rivière en 2 tours, c'est-à-dire au mois de février et avril, et puis septembre et octobre. 100 km à l'ouest d'Isfahan, il y a un barrage, et ce barrage a été construit il y a 45 ans par une compagnie franco-iranienne. Et l'eau est réservée à l'autre côté de la barrage pour l'industrie et pour la consommation domestique à Isfahan, et aussi d'envoyer l'eau à Yazd et à Kashan. Donc, tous les Isfahaniens sont très tristes. Quand j'étais enfant, avant la fête du Nouvel An, je venais ici avec mes parents et on lavait nos tapis. À cette époque, il n'y avait pas d'entreprise pour faire ça. Alors tout le quartier venait laver ses tapis ici. On les étalait sur le bord pour les faire sécher. Depuis leur naissance, nos enfants ont pratiquement toujours vu la rivière à sec.
Parfois, les autorités laissent couler l'eau pendant une vingtaine de jours. Évidemment, quand il y a de l'eau, ils sont tout excités. Ils ont envie de faire du pédalo, de s'amuser. Quand je vois ça, je suis encore plus triste et affecté que tous ces gens. Parce qu'au-delà du problème de la sécheresse de la Zayand Derud, je ressens une responsabilité de ne pas avoir réussi à faire renaître la rivière et à améliorer sa situation. Il y a 2 ans, on a eu pas mal de pluie. On a pensé qu'on pourrait laisser couler la rivière pendant toute l'année. On a fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais à partir des mois de juillet et d'août, la consommation d'eau en ville s'est mise à augmenter et on a été contraint d'assécher la rivière une fois de plus. À Ispahan, M. Bassirpour occupe une fonction ingrate. Il dirige l'agence qui répartit l'eau. Pour satisfaire tous les besoins, il lui faudrait 2 milliards de mètres cubes par an. Je lui en apporte à peine plus de la moitié, et je suis sa seule source. Comment faire prospérer une ville dans le désert? Avant lui, on avait réfléchi aux problèmes et trouvé des solutions qui respectaient la ressource. Elles n'ont pas résisté au développement du siècle dernier. J'ai ici la reproduction d'un vieux document appelé le parchemin de Sheikh Bahai. Ce parchemin a été établi en 1521 à la demande du Shah Tahmasp, un roi de la dynastie safavide, par un savant appelé Sheikh Bahai. Ce document reste la principale base légale pour la répartition de l'eau de la Zayand Derud. La rivière y est divisée en 7 zones, elle-même divisée en 33 parts. Et ces parts correspondent aux bénéficiaires de l'eau. À l'époque où ce document a été rédigé, les principaux consommateurs, c'étaient les agriculteurs. La Zayand Derud permettait d'alimenter leurs champs à tour de rôle. On déterminait pour chaque consommateur quand il pouvait avoir de l'eau et quelle quantité. Après la construction du barrage, il y a 45 ans, la Compagnie des eaux d'Ispahan s'est efforcée de rester fidèle au parchemin de Sheikh Bahai en continuant à répartir l'eau en fonction des zones et des parts prévues selon les variations du débit de la rivière. Mais avec l'augmentation de la population, il a fallu y ajouter la fourniture d'une quantité de plus en plus grande d'eau potable. En plus, de nombreuses usines qui n'avaient pas de part de la rivière jusqu'alors se sont installées dans la région, en comptant sur le fait qu'avec la retenue du barrage, elles pouvaient disposer d'eau toute l'année. Tous ces phénomènes ont rendu le document de Sheikh Bahai de plus en plus difficile à appliquer. À Ispahan, aujourd'hui, 2 millions de personnes, 5 millions avec la banlieue, vivent sur mes berges. La 3e plus grande ville d'Iran est aussi une ville moderne, active, avec une population jeune qui a soif de consommation. 70% des Iraniens vivent désormais en ville et le taux de natalité reste élevé. Mais Ispahan est à l'image de toutes les métropoles iraniennes, comme Téhéran, Mashhad, Tabriz ou Shiraz, loin de la mer et dépendante de trop rares sources d'eau. Depuis la révolution islamique, la population a doublé. Juste avant la révolution, en 1977, nous étions 36 millions et aujourd'hui, nous sommes 80 millions. Dans le même temps, les conditions d'hygiène se sont améliorées. La croissance de l'activité économique, le développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, tout ça a entraîné une augmentation de la consommation de l'eau encore plus rapide que l'augmentation de la population. Et c'est l'ensemble de ces phénomènes qui conduit au manque d'eau. Un des problèmes, c'est que les Iraniens utilisent beaucoup plus d'eau que la moyenne mondiale pour leur usage domestique. Au lieu de consommer entre 120 et 150 litres par jour, juste pour boire et se laver, un Iranien moyen en consomme entre 300 et 320 litres.
Depuis peu, pour changer ces mauvaises habitudes, la télévision fait de la pédagogie. هنگام مسواک زدن شیر آب را ببندید. ماشین لباسشویی را وقتی روشن کنید که حجم لباسها زیاد شده باشد. میوه ها و سبزی ها را اول با فرچه تمیز کنید، بعد آب بکشید. Mais l'eau utilisée pour boire et se laver, ça ne représente que 8% de la consommation totale du pays. C'est-à-dire que même si les Iraniens cessaient du jour au lendemain de consommer le moindre litre d'eau pour leur usage domestique, ça ne permettrait d'économiser que 8 milliards de mètres cubes. Alors que dans le même temps, les secteurs agricoles et industriels, eux, en utilisent de 80 à 100 milliards de mètres cubes par an. Donc, si on veut résoudre la crise de l'eau, la priorité, c'est d'améliorer l'efficacité dans le secteur agricole, mais aussi de s'intéresser de près à l'industrie. L'Iran est entré dans un cercle vicieux. Le phénomène d'urbanisation ne peut pas être enrayé, d'autant moins qu'il se nourrit de l'exode rural provoqué par la sécheresse. Cette population urbaine a besoin non seulement d'eau, mais aussi de nourriture. Il faut donc intensifier la production agricole à proximité des villes. Or, en Iran, c'est l'agriculture qui consomme le plus d'eau. Ainsi, en amont d'Ispahan, la vallée de la Zayan-Derud, c'est une succession de petites villes, d'usines et surtout de champs qui dépendent entièrement de la rivière. Lorsqu'on sort de la ville, en direction de la source, mon lit est toujours aussi sec. Enfin, au bout de 30 km, quelques flaques s'évaporent au soleil. Ici, j'ai encore quelques gouttes de vie qu'un paysan pompe pour son jardin ou sa rizière. Le gouvernement iranien, isolé, entouré d'ennemis, a fait de la souveraineté alimentaire une priorité politique. La modernisation de l'agriculture à marche forcée, lancée à l'époque du Shah sur le modèle occidental, a été poursuivie. Les paysans ont été incités à cultiver des variétés nouvelles à fort rendement en irriguant massivement. Sans se soucier que dans ces canaux à ciel ouvert, un tiers de l'eau s'évapore. D'une certaine façon, cette politique est un succès. L'Iran exporte désormais vers les pays du Golfe des concombres ou des pastèques, des produits qui ont besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Un de nos problèmes dans le secteur agricole, c'est qu'on cultive parfois des produits qui ont moins de valeur que celle de l'eau consommée pour les produire. Et si on y ajoute le salaire des employés, la terre, l'engrais, les pesticides et le coût du transport, ça en devient franchement risible. Mais pourtant, on continue à en produire. Le mot d'ordre, c'est l'agriculture à tout prix, l'indépendance à tout prix. Et c'est une cause de cette crise. Par exemple, pourquoi faut-il cultiver du riz dans une région aussi sèche que la vallée de la Zayan-Derud autour d'Ispahan? Les agriculteurs ne sont pas responsables. Ils sont soumis aux choix politiques faits par le pays. Malheureusement, en Iran, on a trop tardé à prendre en compte les enjeux écologiques et à mesurer à quel point c'était important. On a dit aux agriculteurs de cultiver. On leur a dit qu'il n'y avait aucune restriction dans l'accès à l'eau. Donc ils font ce qu'on leur a demandé. Ils cultivent. Il y a environ 10 millions de personnes qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur agricole. Il est vraisemblable que les ressources en eau du pays ne sont plus suffisantes pour donner du travail à un nombre aussi important de gens. Mais les gouvernements successifs ont préféré éviter de s'attaquer au problème. Ils disent qu'ils continuent à cultiver et à produire, on verra plus tard. Mais il n'y a pas d'avenir pour le secteur agricole tel qu'il est, parce que nos sources d'eau s'assèchent à grande vitesse. Et les agriculteurs sont les premières victimes de la politique de surexploitation de l'eau. La gestion de l'eau en Iran est divisée entre deux ministères. Le ministère de l'énergie, qui est chargé de la production de l'eau et de sa distribution dans les villes,
et le ministère de l'Agriculture, qui est chargé de fournir l'eau pour l'agriculture, puisque 90% des eaux sont encore utilisées par le secteur agricole. Ces deux ministères ont des politiques contradictoires et ne s'entendent pas. De plus, le ministère de l'Énergie n'a pas véritablement de politique de l'eau. Le ministère suit les avis de consultants qui sont dans les régions et dans les provinces. Et souvent, ces consultants ne pensent qu'à leur profit personnel. Ils ne pensent pas à l'intérêt national, parce qu'ils ne pensent qu'à construire des barrages, faire des nouveaux réseaux. Ils affirment que si on ne transfère pas d'eau d'une région à une autre, le pays sera ruiné. Ils ne cherchent pas du tout à réduire la consommation. Personnellement, je pense qu'on doit avoir plutôt peur de la sécheresse politique, c'est-à-dire de la mauvaise gestion, que de la sécheresse naturelle. Les dirigeants d'Ispahan, qui avaient une certaine influence au niveau national, ont obtenu que des usines viennent s'installer chez eux, comme l'usine sidérurgique de Mobarakeh, qu'il était prévu à l'origine de construire au bord du golfe Persique. Leur argument, c'était qu'il fallait créer des emplois dans la région d'Ispahan, permettre de la croissance économique. Leur intention était bonne, mais c'était une énorme erreur stratégique de permettre l'installation à cet endroit d'une industrie qui a besoin de 1000 mètres cubes d'eau par heure. Par conséquent, la raison de la crise de nos ressources en eau, ce n'est pas seulement le réchauffement de la planète et le changement climatique, c'est qu'au lieu de tenir compte des réalités naturelles de ce pays pour organiser notre développement, on a voulu faire la guerre à ces réalités. On était tellement fiers de nos compétences en ingénierie et de notre capacité à construire des barrages et à transférer de l'eau entre les régions que nous avons fini par provoquer ce désastre. Je suis la Zayan Derud. Et tout le long de mon parcours, avant d'arriver à Ispahan, je suis aménagée, barrée, exploitée, utilisée et même déplacée. À cet endroit, précisément, on me purifie pour que les gens de la ville puissent me boire. On me détourne pour satisfaire les besoins des usines. Et depuis 2001, on prélève une partie de mon eau pour m'envoyer à travers un tuyau à plus de 300 km de là. Je suis la Zayan Derud et je voyage jusqu'à Yazd. Yazd, la perle du désert. Ici, les anciens ont fait preuve de génie pour parvenir à vivre malgré un climat aussi hostile et l'absence de cours d'eau. Ils ont ainsi inventé les badgir. À travers ces tours, les vents chauds du désert s'engouffraient. Traversant des bassins d'eau fraîche, ils se transformaient en une douce brise dans les maisons. C'est l'invention de la climatisation. C'était avant l'électricité, avant le développement démographique et industriel. Yazd est aujourd'hui une agglomération d'1 million d'habitants qui, comme M. Raki, dépendent de la Zayan Derud pour ne pas mourir de soif. Mais comment faisait-il, avant ce tuyau que leur a construit un enfant de la ville, l'ancien président réformateur Khatami? La réponse se trouve sous la terre. Cela s'appelle un khanat. Ici, c'est le Khanat Hassanabad. Il a été creusé il y a plus de 500 ans. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité ni de réserve d'eau. Et ce Khanat fournissait l'eau de la moitié de la ville de Yazd. Il est divisé en 11 700 parts.
qui correspondent à une quantité d'eau, et tout le monde a un acte légal qui est passé d'une génération à l'autre. Moi-même, je suis l'un des héritiers et j'ai le droit à des parts d'eau pour faire mon agriculture. Un kanat, c'est un aqueduc souterrain, long parfois de plus de 50 km, creusé à la main. Certains ont plus de 2000 ans. On les reconnaît à la succession des puits nécessaires pour les entretenir. Il n'y a pas besoin de pompe, donc d'énergie. L'eau, captée dans les nappes phréatiques des montagnes, descend dans la plaine par la gravité naturelle. Il n'épuise pas la ressource. Quand le niveau de la nappe baisse, le kanat cesse de couler jusqu'à ce que l'eau remonte. Sans cette invention, il n'y aurait pas eu de vie possible dans la majeure partie du plateau iranien. D'où vient cette eau? Du Kanat ou d'une autre source? Elle vient du kanat. 24 agriculteurs sont copropriétaires de ce kanat. Toutes les 12 heures, l'un d'entre eux vient ici pour prendre l'eau et l'amener jusqu'à ses terres. Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu cet ouvrage d'art, je pensais aux connaissances qu'il fallait avoir à l'époque, ne serait-ce que pour trouver les nappes phréatiques sous les montagnes. Ensuite, ce qui m'impressionne le plus, c'est comment ils sont parvenus à creuser ces canaux souterrains. À mon sens, c'est une des merveilles du monde. Le premier message du kanat, c'est de compter sur nos ressources. C'est un message très important, parce que quand vous vous appuyez uniquement sur les sources d'eau disponibles dans votre région, cela va vous apporter de la stabilité. Le deuxième message que nous dit le kanat, c'est que pour organiser l'approvisionnement et la répartition de cette quantité d'eau disponible, il faut de l'harmonie et de la coopération entre les populations. C'était le cas dans le passé et je pense que nous pourrions plus respecter cette leçon dans nos méthodes contemporaines de gestion de la ressource en eau. Un kanat, c'est aussi une organisation sociale qui permet une gestion raisonnée de la ressource. Les copropriétaires du kanat sont obligés de coopérer sous la supervision d'un mirab chargé de faire respecter les règles. Ici, ce qui fait la valeur de l'eau, c'est le temps. Chacun reçoit l'eau selon sa part du kanat, sur la base d'une répartition journalière. Ceux qui ont 16 parts ont le droit à un total d'1h25 tous les 7 jours. Ceux qui ont 8 parts, 42 minutes. C'est comme ça qu'on distribue l'eau entre nous. Si lui a 1 heure d'eau et qu'il en a besoin de plus, il peut aussi emprunter du temps à son voisin et il lui rendra la semaine suivante. Parfois, on manque d'eau parce que dans le kanat, il y a des effondrements. Et en attendant qu'on le répare, le niveau d'eau baisse. À cause de la sécheresse qui règne à Yazd depuis 10 ans, on est obligé d'utiliser l'eau des puits. Le long de notre kanat, il y a eu de trop nombreuses constructions et ça a provoqué des dommages. Mais le gouvernement n'a rien fait pour l'empêcher. Il faut respecter les limites et l'intégrité des kanats. Nous, on ne demande pas l'autorisation de creuser des puits. On a toujours essayé de sauvegarder ce kanat volontairement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. On n'a pas les moyens. On demande juste une aide pour le dragage et la réparation du kanat. Actuellement, nous avons encore 37 000 kanats en activité dans le pays. Ils fournissent 10% de l'eau nécessaire à l'agriculture. C'est-à-dire que pour 1/10 de l'eau utilisée par les paysans, il n'y a pas besoin de faire des puits et de pomper les nappes souterraines. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'électricité ou des énergies fossiles. Mais malheureusement, la croissance urbaine, le développement industriel et les grands projets d'aménagement menacent les kanats. Ce qui risque de les faire disparaître, c'est la vie urbaine et moderne.
C'est le fait finalement que nous, les êtres humains, nous n'aimons pas nous donner de la peine et que nous voulons avoir un accès facile à l'eau. Depuis qu'une partie de la Zayan Derud est dérivée vers Yazd, le développement de la ville s'est emballé. Elle risque à nouveau de manquer d'eau, et l'idée d'un nouveau tuyau en provenance du golfe Persique à plus de 500 km de là est évoquée. Je suis la Zayan Derud, et on m'a cru facile. C'est pour cela qu'on me divise, qu'on me retient, et qu'on m'exploite, au-delà de mes capacités. Malgré leur expérience multimillénaire, les Iraniens d'aujourd'hui et leurs dirigeants ont, semble-t-il, oublié que là où l'on m'amenait, se créait une illusion d'abondance pour les uns et un manque pour les autres. J'étais la rivière de la vie. Vais-je devenir la rivière de la discorde? Si on ne transférait pas l'eau à Yazd, l'eau arriverait à Varzaneh et aux agriculteurs d'Ispahan. Personne n'est content. Ils n'avaient pas une pénurie d'eau potable, mais ils ont prétexté que leur eau potable était un peu salée, donc maintenant, ils l'utilisent pour leur agriculture. Et ils utilisent notre eau pour boire. Nous, on ne se plaint pas trop, on n'a jamais manqué d'eau ici, mais les gens du sud d'Ispahan sont mécontents, parce que tout est sec et ils ont perdu leurs revenus. Bien sûr, c'est très difficile et triste, mais ce n'est pas de notre faute. L'eau qu'on prend de la rivière n'a aucune influence sur la rivière. Pour pomper 1 heure d'eau, nous, les agriculteurs, nous payons seulement 5000 toman. Ça comprend le coût d'amortissement de la pompe, le travail de l'ouvrier, l'électricité. 5000 toman, ça fait 1,20 €. Ce n'est pas cher. Pendant 80 km en amont du jardin de M. Eskanderi, je ressemble à cela. Une ligne de vie au milieu de montagnes sèches. Des montagnes zébrées de tuyaux pour pomper mon eau jusqu'au sommet. Un ancien président, le conservateur Ahmadinejad, a accordé aux paysans de cette région le droit d'utiliser gratuitement toute la ressource de la rivière qu'ils voulaient. Ils se sont donc mis à cultiver des variétés de plus en plus gourmandes en eau. Il y aurait, dans tout le pays, 700 000 pompages, dont la moitié sont illégaux. Nous voilà enfin au barrage qui porte mon nom, Zayan Derud. Construit en 1972 dans le but de réguler les variations saisonnières du débit, il peut contenir près de 1500 millions de mètres cubes. Sans ce barrage, la région d'Ispahan n'aurait pas connu un tel développement industriel et urbain. J'ai longtemps travaillé comme consultante pour l'une des grandes compagnies semi-publiques qui s'occupait de l'approvisionnement en eau et de la construction des barrages pour le compte du ministère de l'Énergie. Et j'ai beaucoup appris de mes discussions avec les agriculteurs. J'ai compris que sur le problème de l'eau, ils avaient un regard très différent de mon regard de technocrate. C'est ce qui m'a permis de réaliser que, malheureusement, la majorité de ces barrages avaient causé beaucoup de problèmes, aussi bien en amont qu'en aval, et qu'en en construisant de plus en plus, on était responsable de la sécheresse des lacs et de la disparition des rivières. Le Shah en est à sa 11e inauguration de barrage, et cela situe bien l'effort sans précédent accompli dans ce domaine. La liberté d'accès à l'eau est en effet le symbole même de la réussite de la réforme agraire. Le temps n'est plus où les propriétaires détenaient cette richesse essentielle et la répartissaient selon leur bon plaisir. À partir des années 50, la construction de barrages a été la priorité de l'Iran, le symbole du progrès et d'une gestion moderne sur le modèle occidental. Après la révolution islamique, le nouveau pouvoir a poursuivi la même politique. Il y aurait aujourd'hui 650 barrages dans le pays. Parfois,
il y en a 4 ou 5 sur la même rivière. Mais 40% de ces barrages sont inutiles, car vides la plupart du temps. Soit parce que les sources qui les alimentaient se sont taries, soit à cause de l'évaporation inévitable de ces vastes étendues d'eau. Ce que les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui avaient bien compris. Les Iraniens, il y a déjà 2000 ans, savaient construire des barrages. Mais en réfléchissant aux meilleures techniques de gestion de l'eau, ils se sont rendus compte qu'à cause de l'évaporation qui, dans le désert, peut atteindre 3 ou 4 mètres par an, ces barrages conduisaient à un grand gaspillage de l'eau et ne profitaient donc pas à la population. On savait comment construire les barrages, mais on a arrêté d'en construire. Moi, je pense qu'en Iran, le but principal d'un barrage n'est ni l'eau, ni l'électricité. C'est le pain. Quel pain? Le pain qu'on reçoit en dessous de la table quand on donne un contrat à une société privée de construire le barrage. C'est l'argent qui détermine l'incitation principale pour la construction de ce barrage. Aux États-Unis, dans les, très peu d'années qui sont écoulées, ils ont enlevé plus de 1000 barrages. Ils décident que ce n'est pas écologique, ce n'est pas rentable. Et on donne de l'argent aux mêmes gens qui l'ont construit, parce qu'ils connaissent la technologie des barrages. C'est le corps des ingénieurs de l'armée. En Iran, on a quelque chose de pareil. Et à mon avis, il faut leur payer pour maintenant enlever beaucoup de ces barrages. La question des barrages n'est pas qu'une question environnementale, elle est aussi politique. Longtemps, les grands travaux, présentés comme une part de la lutte pour la souveraineté du pays, ont fait la fierté des Iraniens. Comme dans ce film de propagande d'une entreprise de travaux publics qui compare les ouvriers aux soldats, héros de la guerre contre l'Irak dans les années 80. Mais ce n'est pas qu'une métaphore. Beaucoup de ces entreprises sont effectivement liées à l'armée, elles ont besoin de contrats, elles emploient des milliers d'ingénieurs et face à la crise de l'eau, elles préconisent des solutions d'ingénieurs. De nouveaux grands travaux. En termes de relations internationales, l'Iran est faible et isolé. Ces entreprises ne peuvent pas exporter leur technologie et leur savoir-faire. Elles ne peuvent pas construire des barrages dans d'autres pays. C'est pour cela qu'elles continuent à pousser pour construire des barrages ici en Iran, même si ces barrages ne servent à rien. Mais maintenant, ils commencent à se rendre compte que ça devient de plus en plus difficile. Alors ils proposent de faire des travaux pour transférer l'eau de la mer Caspienne, de la mer d'Oman ou du golfe Persique. Comme l'ère des barrages est en train de s'achever, on rentre dans l'ère des tuyaux. Je suis la Zayan Derud. Entre ma source, à plus de 4000 mètres d'altitude, et le barrage, je chemine entre les hauts sommets du Shaharma al-Bakhtiari, une province surnommée le réservoir de l'Iran. Ici, mon débit est naturel. Je suis libre de tout aménagement. C'est ce que vous pourriez croire. Eh bien, c'est faux. Dans le village de Kourang, un tunnel crache nuit et jour des millions de litres d'eau qui s'ajoutent à la mienne. C'est même une attraction touristique locale. Long de 5 km, le tunnel traverse les monts Zagros, reliant le bassin de la Zayan Derud à celui de la rivière Karun. La ligne de partage des eaux est ainsi abolie. Depuis des siècles, les nomades viennent dans cette région avec leurs troupeaux, trouver l'herbe fraîche en été. Mais dans l'Iran moderne, ce ne sont pas les hommes qui se déplacent pour chercher l'eau. C'est l'eau qu'on déplace vers les hommes.
Dans cette région, beaucoup de projets de transfert d'eau ont été mis en place. Là, nous sommes à proximité d'une rivière qui s'appelle la Karun, dont l'une des branches porte le nom de Kourang. Rien que sur la rivière Kourang, il y a 3 tunnels pour transférer de l'eau vers la Zayandeh Rud. C'est un total d'1 milliard de mètres cubes d'eau par an qui est ajouté à la Zayandeh Rud et qui provient essentiellement du bassin de la Karun. L'objectif est d'augmenter le débit de la Zayandeh Rud de 800 millions de mètres cubes à 1 milliard 800 millions de mètres cubes. Mais en transférant de l'eau aux régions qui souffrent de la crise à cause d'un développement non durable, on cause des dégâts écologiques, économiques et sociaux dans les régions qui dépendaient jusque-là de ces sources. Je croyais être la Zayandeh Rud, mais je devrais plutôt m'appeler la Karun, car je comprends que c'est cette rivière qui me donne plus de la moitié de mon eau. Pour cela, elle aussi est barrée, aménagée, exploitée. Ici, il y aura bientôt un barrage pour dévier l'eau dans un nouveau tunnel et encore augmenter mon débit pour alimenter Ispahan et Yazd. Déjà, la vie des gens d'ici a changé. Ce sont des montagnards qui n'avaient jamais connu le manque d'eau. La compagnie de l'eau nous a coupé l'eau. Elle nous a dupés. Elle nous avait promis de nous apporter des hélicoptères et des ambulances, mais elle nous a apporté ni hélicoptères ni ambulances. Quelle compagnie? La compagnie de l'eau d'Ispahan. Pourquoi l'eau a été coupée ici? Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans le tunnel et qu'elle est conduite de l'autre côté. Cette eau était sous la montagne. Ils ont creusé le tunnel sous la montagne et ce tunnel a capté notre eau. Et elle ne coule plus chez nous. On nous a trompés, on nous a menti. Depuis qu'il y a ce tunnel, nous, on n'a plus d'eau. Mais si on proteste, on va nous accuser et nous conduire en prison. Ici, leur source d'eau a été détournée. Ils n'ont reçu aucun dédommagement. Leur avenir est incertain. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils sont désespérés. Tout cela conduit à une montée du mécontentement et risque à terme d'aboutir à des tensions au niveau local et même régional. Monsieur l'ingénieur, on est fauché, on n'a pas d'argent. Mes enfants ne m'ont pas envoyé un sou depuis 4 mois. Quel était votre métier avant? J'étais agriculteur et j'avais des troupeaux. Que faites-vous maintenant? Je prie, je demande de l'aide à mon Dieu. Dans beaucoup de villages en Iran, il y a de plus en plus souvent des disputes aussi bien sur le problème des nappes phréatiques que sur le problème des eaux de surface. Il y a aussi de plus en plus de conflits entre villes et même entre provinces. Et cela risque de devenir un véritable problème politique pour le pouvoir. L'eau qui alimente de nombreuses villes provient de pompage. Ça veut dire qu'elle est prise ailleurs et à d'autres gens qui protestent. Il y a même eu des manifestations, notamment dans la région de la Zayandeh Rud. À l'intérieur du pays, ça devient une question géopolitique. En plus, si ça continue, dans 20 ans, tout notre pétrole et tout notre gaz ne servira plus qu'à ça, à pomper l'eau. Aujourd'hui déjà, nous utilisons plus d'énergie pour faire marcher les pompes et les puits que dans le secteur des transports. Maintenant, je suis donc la Karun, la plus grande rivière d'Iran, et je traverse la plaine du Khuzestan. Moi aussi, je croise de nombreux barrages qui produisent de l'électricité et alimentent d'immenses champs de canne à sucre. Quand l'eau m'est rendue, elle est polluée par les engrais et les pesticides. Sur mon parcours se trouve une des merveilles de l'humanité, classée par l'UNESCO, le système hydraulique de Shushtar, vieux de 2500 ans.
Ici, mon eau était dérivée pour faire tourner des moulins. Les paysans venaient de 100 km à la ronde y faire leur farine. Maintenant, ce n'est plus qu'une attraction pour les touristes. Mais il arrive de plus en plus souvent que je n'ai plus assez d'eau pour alimenter tous les canaux de Shustar et que les moulins antiques ne tournent plus. Comme un symbole de la menace que la crise de l'eau fait peser sur un des berceaux de la civilisation, la Mésopotamie. Littéralement, la région entre les fleuves. Au bout de mon chemin, je me jette dans le Tigre et l'Euphrate, les deux fleuves mythiques qui prennent naissance en Turquie et descendent à travers la Syrie et l'Irak jusqu'au golfe Persique. Sur eux aussi, des dizaines de barrages ont été construits. Remplie d'hydrocarbures, cette région est une des zones les plus conflictuelles de la planète. Sur mes berges, la capitale du Khouzestan moderne, Arvaz, vit de l'argent du pétrole. Mais l'or bleu est en train de supplanter l'or noir. Malheureusement, depuis 50 ans, l'eau qui était source de coopération et de civilisation dans cette région est devenue une source de conflit. En hydropolitique, il y a une formule très connue qui dit « Les pays en amont utilisent l'eau pour avoir plus de pouvoir, et les pays en aval utilisent le pouvoir pour avoir plus d'eau. » Par exemple, le gouvernement turc, depuis 50 ans, utilise l'eau comme arme politique pour accroître son pouvoir, comme le font par exemple la Syrie, l'Irak ou l'Iran avec leur pétrole. La Turquie affirme que l'eau a beaucoup plus de valeur que le pétrole. Son but, c'est d'être le premier exportateur d'eau pour accroître son influence. Elle a installé des tuyaux vers l'est de la Méditerranée sous prétexte de vendre de l'eau à Chypre. Mais elle prétend qu'à terme, elle pourra en fournir au Liban, à Israël, au nord et au sud de l'île de Chypre, et même à l'Arabie saoudite. Cette ambition est très dangereuse parce que ça conduit le gouvernement turc à dire « De la même façon que je n'ai pas de part de vos ressources en pétrole, vous ne pouvez pas réclamer de part de mes ressources en eau. » Malheureusement, le gouvernement irakien a aussi de nombreux projets. Rien que sur l'Euphrate, les barrages existants et prévus, tant par la Turquie que l'Irak, sont 5 fois supérieurs aux capacités hydrauliques du fleuve. Donc il n'y a aucun doute que ces projets ont déjà et auront des impacts environnementaux sur les pays en aval. Nous faisons face en Iran à des tempêtes de poussière de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et 80% de ces tempêtes de poussière prennent naissance en dehors de nos frontières, en Irak, au Moyen-Orient, en Arabie saoudite. Et cela a des effets négatifs sur nos moyens d'existence, sur notre économie, sur notre santé, et cela affecte aussi notre agriculture et nos ressources naturelles. Déjà, ville la plus polluée du monde à cause de ses industries pétrolières, Arvaz se trouve en plus régulièrement noyée dans un brouillard de sable. C'est la conséquence des aménagements sur le Tigre et l'Euphrate qui ont conduit en aval à l'assèchement des zones humides qui retenaient les poussières. L'Iran a porté l'affaire à l'ONU et organisé la première conférence internationale sur le sujet. Le président Rouhani l'a ouverte par un appel pressant à ses homologues. Nous ne pouvons résoudre cette crise seuls. Nous devons coopérer au niveau régional et mondial. Au Moyen-Orient, nous sommes comme les membres d'une même famille. Il est impossible de nous éloigner les uns des autres. Et nous devons travailler à rendre notre région plus forte, en évitant les compétitions destructrices entre nous. L'Iran affirme donner l'exemple. Depuis son élection en 2013, Hassan Rouhani a fait de la question de l'eau une priorité. Il a promis de restaurer les lacs asséchés et notamment la vaste zone humide du Our al-Azim
à cheval sur l'Iran et l'Irak, devenus source de tempêtes de poussière. Cela signifie lâcher l'eau des barrages, obliger les agriculteurs à consommer moins d'eau en améliorant leurs techniques d'irrigation, et même de s'attaquer aux intérêts de l'industrie pétrolière. Une partie de l'étang avait été asséchée pour y faire des forages. Nous avons négocié avec les industriels pour qu'ils ouvrent les digues et permettent à l'eau de revenir dans cette zone humide. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Énergie pour disposer de l'eau nécessaire. Finalement, les digues ont été ouvertes en 2014 et depuis lors, 4,5 milliards de mètres cubes d'eau se sont déversés dans le Our al-Azim. La zone humide s'est rétablie à près de 83%, dégageant de l'humidité pour les gens aux alentours. C'est désormais une magnifique zone humide. En réalité, maintenant, le Our al-Azim a perdu son identité naturelle. Parce que pour garder du côté iranien l'eau que l'Iran a décidé de laisser couler dans l'étang, on a dû construire des digues à la frontière avec l'Irak. Et ça endommage l'écosystème. Pour nous, la solution idéale serait d'enlever ces digues et laisser l'eau suivre sa pente naturelle et rentrer en Irak. Mais actuellement, la partie irakienne du Our al-Azim, qui est 2 fois plus grande que la partie iranienne, est toujours sèche. Et pour la remplir, il faudrait que la Turquie accepte d'ouvrir les vannes du Tigre et de l'Euphrate. Nous avons initié un mouvement nommé Sauvons la Mésopotamie pour demander à tous les gouvernements de la région qu'ils reconnaissent que l'eau est un produit vital, pas une marchandise dont on pourrait faire le commerce. Comme la Turquie, la Syrie ou l'Irak, le gouvernement iranien a construit et continue à construire beaucoup de barrages. Il ne peut donc pas protester contre la Turquie ou la Syrie quand ils font pareil. Seuls les peuples peuvent exiger de leurs gouvernants une nouvelle conception du développement qui prenne en compte les réalités géographiques de la région. L'eau est un système complexe, dont les principales caractéristiques, ce sont l'incertitude et l'imprévisibilité. On ne peut pas prédire le futur, parce que c'est un phénomène à la fois humain et naturel. Il est entièrement lié à l'activité humaine. Et je crois profondément que ce qui est à l'origine de la crise, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. Certains pensent que c'est le manque d'eau qui conduit au conflit. Mais la plupart des spécialistes de la politique de l'eau croient que la pénurie d'eau peut aussi bien conduire au conflit qu'à la coopération. Et c'est à nous de choisir entre le conflit et la coopération. Je suis la Karun, la Zayan Derud et toutes les rivières, lacs et nappes phréatiques de l'Iran. Je me prends à espérer que les Iraniens d'aujourd'hui sauront changer de modèle et cesser de surexploiter leurs ressources. Qu'ils choisiront la coopération plutôt que le conflit. Ce n'est pas que ma survie qui est en jeu, c'est aussi la leur.